On devait collecter initialement 5 millions d'euros. Ouais. On voit qu'on est quasiment à 10 millions d'euros sur les portefeuilles. Pour arriver aux 20 millions, ça prend 10 jours. On se faisait insulter sur les réseaux sociaux. On se faisait, là, moi je disais à mon équipe, on se tait, on répond rien. La meilleure des réponses, c'est l'exécution. Donc, comment tu sors de là? Parce qu'il y a eu, t'as vu le bout du tunnel, sinon tu serais pas là en face de moi. Une phase qui a été très dure à vivre pour nous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alan, cofondateur de Fundora, la plateforme qui permet au grand public d'investir dans les meilleurs fonds de private equity. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric O'Neill pour le deuxième épisode de Due Deal. Cédric, est-ce que tu es content d'être ici? Ouais, méga chaud. Salut Trop Alan. bien. Trop bien. Je passe après Thierry en plus. Ouais, après le grand Thierry. Pour rappeler le concept de Due Deal à tous ceux qui nous écoutent et à toi, si tu l'as oublié, c'est l'opportunité de découvrir les deux plus gros deals de ta vie, le meilleur comme le pire. Dans chaque histoire, on va venir décrypter tous les moments qui l'ont constitué, comment tu as arbitré, quelles ont été les conséquences et s'il y a des leçons à en tirer. Tu as cofondé 1001 Pharmacie, une plateforme leader de son marché, avant un arrêt brutal dont tu vas nous parler aujourd'hui. Tu as pris une revanche, et une très belle revanche, avec Brix, plateforme de crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, tu es capable de lever des millions d'euros en quelques heures, et même en quelques minutes, tu vas nous en parler. Avant toutes tes aventures entrepreneuriales, pendant que tu étais étudiant, je sais que tu devais chercher un stage dans la pharma en Californie, et tu as utilisé un petit hack sur LinkedIn qui t'a permis d'extraire 5000 mails de personnes qui bossaient là-bas, et tu as pu trouver ton stage comme ça. Est-ce que ce genre de hack, ça a été une tendance d'étudiant, de jeune, ou est-ce que tu t'en sers encore aujourd'hui dans ta vie de tous les jours? Je vois que tu as bien fait tes devoirs parce qu'il faut aller le chercher, le hack. Donc déjà, je vais expliquer le hack. Moi, je me retrouve en 4e année de pharmacie à Montpellier, parce que j'ai fait des études de pharmacie. J'ai une année d'Erasmus en Irlande, donc je fais ma 4e année en Irlande. Je passe mon année à picoler avec les Irlandais, c'était génial. Et je me dis, cet été, je dois faire 3 mois de stage. J'ai pas du tout envie de revenir à Montpellier. Je veux aller faire du surf en Californie. Comment je fais pour aller en Californie? Et à ce moment-là, moi, j'étais quand même pas mal déjà à regarder ce qui se faisait en termes de techno. Et j'avais pas du tout créé de compte sur Viadeo. En tout cas, j'étais très peu présent, mais j'étais sur LinkedIn. Et là, je me rends compte que quand tu te dis travailler dans une entreprise, automatiquement, ça va te proposer tous les autres collaborateurs de l'entreprise comme relations. Tu peux les ajouter. Et une fois que tu as ajouté des relations, tu avais une fonctionnalité qui était dingue, qui te permettait d'exporter très facilement tous les mails. Alors qu'aujourd'hui, tu peux retrouver les mails, mais c'est une galère, il faut passer par plein d'outils différents. On peut le faire, mais il ne faut pas dire comment on fait. Tout le monde le fait, mais personne ne lit. C'est ça. Et là, c'était très simple, c'était exporter le mail de toutes mes connaissances. Et donc, je me retrouve à rentrer un maximum de personnes là, pendant tout un week-end. Et à la fin du week-end, j'exporte 5000 contacts. Et donc, j'envoie un mail très crade en mode mass mailing. Je suis dispo pendant 3 mois bénévolement. Je viens en Californie pour faire un stage. Prenez-moi. Et j'ai un gars qui me répond quasiment dans le week-end en me disant ouais, vas-y, viens. Si tu viens de manière bénévole, moi je te prends. Et je me retrouve à San Diego à faire un super stage. San Diego, c'est tout en bas de la Californie, à côté du Mexique, pour ceux qui ne situent pas. Comme moi, par exemple. Voilà. Donc ça touche la frontière du Mexique et c'est génial. Tu es au bord de l'océan Pacifique. Et tous les jours, j'allais faire du surf. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que tout est fait pour les surfeurs. C'est-à-dire que nous, tu as des racks pour les vélos. Là-bas, tu as des racks quand tu arrives au boulot pour poser ta planche de surf. Donc c'est assez sympa, tu vois, c'est assez cool. Et effectivement, moi, toute ma vie a été jonchée de ces hacks. Tu vois, Xavier Niel a écrit un bouquin. Et régulièrement, dans son bouquin, il parle du juge qu'il avait jugé à un moment donné dans sa carrière et qui dit... Monsieur Niel mordait la ligne jaune, mordait-la bien mais ne la dépassait jamais. Et en fait, c'est ça la vie, tu vois. C'est comment je fais pour utiliser des hacks qui vont me permettre de rentrer dans un océan bleu. L'océan bleu, c'est un super livre en termes de business qui s'appelle Blue Ocean Strategy, qui est de dire il y a les océans rouges, tout le monde fait la même chose, tout le monde se bat par le prix à la baisse. Et donc, en fait, c'est des requins qui se bouffent et donc il y a du sang. L'océan bleu, tu vas te mettre un peu en périphérie de tout ça, avec une proposition de valeur qui, sur certains points, est 10 fois celle des acteurs existants. Sur d'autres, tu vas complètement arrêter de faire ce qu'ils proposent parce que ce n'est pas là-dessus que tu vas te battre et te concentrer. Et en fait, tu crées une sorte de nouveau paradigme, un nouveau marché qui s'appelle l'océan bleu et dans lequel, au début, tu es tout seul parce qu'il n'y a pas du tout de concurrence.
Et tu vois, les hacks dans la vie, dans le business, ça te permet d'avoir des accélérateurs. Et moi, j'essaye toujours de me dire, bah, la vie est courte, j'ai envie de profiter au maximum, j'ai envie de jouir de cet instant présent. Comment je fais pour justement pas reproduire des économies traditionnelles qui ont mis 20 ans pour se créer, et comment on fait pour casser un peu ces barrières et avoir une voie un peu plus royale. Ouais, je suis totalement dans cette vibe aussi. Et est-ce que tu as des exemples, du coup, d'autres hacks que tu as pu utiliser quand tu as fondé 1001 Pharmacie, ou Brix d'ailleurs? Euh, alors oui, sur Brix, le hack le plus dingue, c'est l'innovation juridique que j'ai pu apporter. Ouais. Moi, si tu veux, à un moment donné, je fais de l'immobilier à la suite de 1001 Pharmacie. Je fais de l'immobilier et je me rends compte que l'immobilier, c'est très compliqué de se faire financer et que le banquier, tu vois, il comprend rien, ça rentre pas dans ses logiciels, les projets d'achat-revente de biens immobiliers. Et là, je me dis, bah, en fait, les plateformes de financement participatif, c'est vraiment l'avenir parce qu'en fait, les petits ruisseaux créent les grandes rivières. Donc, si on arrive à mettre un nombre de personnes très important autour de la table qui vont mettre de l'argent dans un pot commun, on va être en capacité d'accéder à des deals qui, normalement, sont réservés aux plus riches. Et plus les deals, en général, sont chers, et plus la rentabilité est bonne parce que tu as moins de concurrence de personnes qui peuvent se positionner sur les deals. En fait, c'est de l'offre et de la demande de l'immobilier. Donc je regarde un peu ce qui se fait sur les plateformes de financement participatif parce que je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas une qui ait explosé et qui propose une expérience pour l'investisseur de manière très fluide. Rappelle-moi, en quelle année on est à ce moment-là? Donc là, on est en 2020, moi, quand je regarde ça. Et en fait, je me rends compte de deux choses. Je me rends compte que les plateformes de financement participatif ont des minimums d'entrée qui sont à partir de 1000 euros. 1000 euros, je trouve ça très cher, alors que moi, j'ai quand même des moyens déjà à cette époque-là. Donc je me dis, bah, pour la majorité des personnes, 1000 euros, elles ne vont jamais tester ce type de plateforme. Donc il faut drastiquement abaisser le seuil et le passer à 10 euros. Et deuxièmement, il faut faire quelque chose qui n'est pas du tout financier. Il faut qu'il y ait une simplicité de compréhension très ludique. Et donc c'est là que je mets une couche d'abstraction et je vais dire, une brique va être l'équivalent d'un titre financier derrière, mais on va parler en brique, on ne va pas parler en obligation ou en action. Donc j'ai cette idée-là qui commence à germer, moi, dans ma tête. Et je contacte l'autorité des marchés financiers qui, à l'époque, me dit on est dans une phase de transition parce qu'il y a un texte européen qui arrive dans quelques mois, dans 6 mois. Et donc, on ne va pas vous octroyer et instruire une demande pour un agrément français aujourd'hui, sachant que l'agrément européen va arriver. Et une fois que l'agrément européen sera en application, il faudra bien 12 mois pour instruire votre dossier. Donc là, ce qu'ils étaient en train de me dire, c'est que j'avais une idée cool, mais il fallait que j'attende 18 mois pour pouvoir avoir une autorisation pour la mettre en pratique. Et là, je me dis, ouais, en fait, non, c'est pas possible parce que le propre du start-upper, c'est de tester rapidement si son idée rencontre un marché. Tu vois, c'est le product market fit. Dans 18 mois, tu sais pas où t'es. Dans 18 mois, tu sais pas où t'es. Dans 18 mois, bah, potentiellement, mon idée elle sera partie et j'en aurai 10 nouvelles. Et donc là, je me dis, ok, je me pose pas trop de questions, j'avance, on va faire un produit. Et la partie juridique, finalement, on la pensera à la fin. Et là, je me suis creusé la tête pour savoir comment je pouvais faire pour que ça ne soit pas un titre financier, parce que l'autorité des marchés financiers, elle régule les titres financiers. Et c'est intéressant de constater que l'innovation, ce n'est pas des innovations de rupture, c'est souvent des choses qui existent déjà dans un autre marché et que tu vas importer dans un marché pour lequel il n'y avait pas en place ce mode de fonctionnement. Donc là, moi, j'avais vu dans l'industrie pharmaceutique, quand j'y bossais, qu'on se faisait beaucoup financer avec des royalties. Les royalties, comment ça fonctionne? C'est souvent un gros groupe pharmaceutique qui va prêter de l'argent à une biotech, donc à une start-up dans la technologie du vivant, et qui dit à cette start-up, je te donne 1 million d'euros, cet argent ne m'appartient plus, mais par contre, tu vas me rétrocéder 20% de ton chiffre d'affaires. Et donc, on prend l'engagement, mais dans la mesure où cet argent ne m'appartient plus, ce n'est pas considéré comme un titre financier. C'est ni un prêt, ni je ne possède pas de part de l'entreprise. C'est vraiment juste un engagement de ta part à me rétrocéder une partie des revenus que tu vas générer. Comme ce n'est pas un titre financier, ce n'est pas de la régulation de l'AMF. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut appliquer cette notion de redevance en français à de l'immobilier? C'est-à-dire que les gens vont se déposséder de cet argent-là, mais moi je vais prendre l'engagement de leur redonner 100% des loyers que je vais générer avec l'immobilier que j'aurai acheté grâce à leur argent. Et donc j'ai lancé ce qu'on a appelé les royalties sur de l'immobilier, ce qui est devenu après du revenue-based finance, parce que c'est de la finance qui est basée sur des revenus.
Et, et là-dessus, pendant 1 an, j'ai surfé sur une zone grise législative. C'était ton hack, Et de c'était mon départ. hack parce qu'en Ouais. fait, il n'y avait pas de législation. Donc, j'avais pas besoin d'avoir cet agrément de la part de l'autorité des marchés financiers. Et ça m'a permis de me développer très rapidement et surtout de tester l'idée. Une fois que tu as testé l'idée, tu vois, donc on en revient un peu au concept de go fast and break things. Donc, comment je fais pour casser tout. Et la phase 2, une fois que tu as mis en place ton hack et que ça fonctionne, bah, c'est de revenir dans le droit chemin parce que tu sais que ça ne peut pas durer indéfiniment. Et donc après, tu reviens et tu te remets en conformité avec les autorités juridiques. Et d'ailleurs, c'est une phase qui a été très dure à vivre pour nous parce qu'on a eu une hyper croissance chez Brix pendant 1 an. Ensuite, on se remet en conformité, la boîte est à l'arrêt pendant 1 an. On va en parler. Et, On va en parler. et après, tu as le redémarrage parce que tu as perdu la confiance d'une partie de tes utilisateurs. Dans la mesure où tu étais à l'arrêt pendant 1 an, ils se sont dit mais attends, qu'est-ce que j'avais pas vu au début, pourquoi il est à l'arrêt, pourquoi il peut plus fonctionner. Donc c'est pas simple, mais en tout cas ça te permet très rapidement de tester ton idée. Énorme, moi j'adore ces histoires-là, je suis un grand fervent de ça. Bon, quand ça se finit bien, idéalement, parce que sinon c'est un peu dommage, mais j'adore. Je le dis maintenant parce que je suis hyper fier et toute l'équipe Fundora est fière. Tu as rejoint le capital de Fundora récemment, et surtout tu es au board pour nous conseiller et nous transmettre ton expérience quand tu as le temps. Pour hacker les fonds de private equity. Pour hacker les fonds de private equity, justement, c'était ma question. Est-ce que la vision que tu as eue avec Brix, tu l'as retrouvée chez nous d'une certaine manière? À partir du moment, moi ce que j'adore, tu vois, s'il y a un framework à avoir sur cette optique-là, c'est l'étape numéro 1, c'est d'attaquer les trucs les plus régulés qui existent. Donc c'est quoi? C'est la finance, la santé, l'énergie. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est choisissez les environnements régulatoires les plus compliqués parce que c'est forcément là qu'il y a le plus d'opportunités. Et moi, quand tu es venu me voir et que tu me dis on va s'attaquer à des fonds de private equity où tu sais qu'il y a des licences financières, où tu sais que c'est compliqué, où tu sais que... En fait, c'est trusté par 20 maisons, tu vois, qui ont 50 ans d'âge. Ce qui est énorme, je te coupe, mais c'est que j'ai commencé par t'envoyer un message sur LinkedIn en te disant Cédric, j'ai écouté ton podcast chez Yomi. Nous, on fait ça, on a tel problème, est-ce qu'on peut s'appeler? Et en plein mois d'août, et tu me réponds, et c'est de là que ça a démarré. Et tu m'avais même répondu si je te trouve une solution, tu me donnes 10% de ta boîte. Et genre, ça m'avait fait trop rire. Et voilà, c'était juste pour te remémorer le début des échanges, quoi. Ouais. Non. Et tu as été smart parce que moi, c'était une façon aussi de bouter en touche. Tu vois, j'ai d'autres choses à gérer. Mais j'ai plein d'entrepreneurs qui m'auraient dit bah fuck, en fait, on passe pas 10% de notre boîte comme ça au premier venu. Et toi, tu m'as dit bah en vrai, si tu apportes de la valeur, pourquoi pas discutons-en. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, tu me contactes, tu fermes pas la porte. Là aujourd'hui je prends pas 10% mais finalement ça a permis de créer la relation, tu vois, t'as pas mis un stop à la discussion et j'ai trouvé ça très pertinent et très intelligent de ta part dans la relation humaine, donc bravo, t'as bien mené le truc. Trop bien, j'en suis ravi. Cédric, c'est le moment de nous raconter ton meilleur deal, plus gros deal de ta vie. Je vais te demander d'y mettre le plus d'éléments de contexte possible pour qu'on soit tous plongés dans l'histoire. Et puis on va aller décrypter tout ça ensemble. Ouais, bah, mon meilleur deal, il est sur Brix, la levée de fonds communautaire que j'ai fait avec mes investisseurs, qui sont des investisseurs particuliers. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je lance la boîte en avril 2021 et je mets un premier immeuble en financement pour 200 000 €. En l'espace d'1 mois à peu près, j'arrive à financer ce premier immeuble. J'en remets un plutôt en mai-juin et pareil, ça reprend 1 mois pour financer à peu près 200 000 €. Ce qui était déjà assez dingue, tu vois, d'arriver en l'espace de 2-3 mois, d'arriver à financer 2 premiers immeubles. Et il y a une espèce d'accélération dans l'été où ça commence à snowball, à faire effet boule de neige. On se retrouve en septembre 2021 à financer des immeubles en l'espace de quelques jours. Donc déjà, c'était très rapide pour une startup qui venait de se lancer. Et moi, dans l'été, face à ça, et comme on faisait déjà du chiffre d'affaires qui était conséquent, je me retrouve à contacter mon réseau direct et j'ai une trentaine de business angels, mais qui sont tous des entrepreneurs, qui mettent 500 000 € au capital de ma boîte. Énorme. Mais en fait, au début, je me dis, bah, c'est cool, ça va permettre d'accélérer, mais j'en ai pas besoin parce que la boîte, elle est déjà rentable, ça fait 3 mois qu'on est lancé. Tu vois. Okay. Donc, incohérence de marché. Mauvais timing. Non, mais je suis très content de les avoir au capital et d'avoir fait ça parce que ça a permis de sécuriser l'après.
Mais en tout cas, c'est assez rare d'avoir une boîte qui tout de suite trouve son marché et est rentable aussi rapidement. Donc je me suis dit, surtout en 2021, En dans ces périodes-là. voilà, je suis sûr de rien, on fait un premier tour de capital. Et là, pour accélérer encore plus fort, parce que je voyais que ça prenait bien, je vais voir une vingtaine de fonds d'investissement Ok. que je connaissais pour la plupart parce que j'avais déjà discuté avec eux par le passé sur ma première boîte. Et en fait, si tu veux, on était dans un premier modèle, on a fait un pivot sur le business model, mais on était sur un premier modèle où on achetait nous-mêmes les immeubles et on en faisait nous-mêmes la gestion. Donc on était en même temps une plateforme financière très fintech et en même temps une proptech. La PropTech, tout le monde en parlait, mais ça fait peur à tout le monde sur le scale, la capacité à passer à l'échelle. Et tu vois, Thierry, c'est l'exemple même, c'est que c'est très compliqué de faire passer à l'échelle une PropTech. Donc tous les investisseurs que Thierry avait à son capital, moi je les ai rencontrés aussi. Le fait est que le plan BRICS ne leur a pas plu à ce moment-là. Et c'était assez paradoxal parce que d'un côté, j'avais des fonds d'investissement qui me trouvaient tous les arguments pour ne pas faire, et je l'entendais. Et de l'autre côté, j'avais des particuliers qui m'envoyaient entre 5 et 10 messages par semaine sur LinkedIn pour me dire « Très chaud ce que tu es en train de monter. Est-ce que tu vas ouvrir ton capital parce qu'on aimerait rentrer au capital si tu le fais ?» Ils te l'ont demandé, eux. Ils me le demandaient, eux. Et vraiment, tu vois, ils poussaient. Et tu mettais quel accent sur la communauté à ce moment-là? C'était quelque chose c'était un pilier de BRICS ou il n'y avait pas encore ce développement Ouais, nous, moi, dès le début, ça a été un pilier. Tu vois, si je suis dans du B2C, donc si je suis dans une économie avec des particuliers, je veux vraiment... En fait, ce que je constate dans les boîtes qui fonctionnent sur du B2C, c'est vraiment celles qui sont capables de créer une communauté forte parce qu'en fait, ça va être tes chevaliers blancs et c'est eux qui vont engager et qui vont être là. Tu vois, si on regarde Airbnb, Uber, Tesla, quand il y a des vents contraires et que ça souffle fort, c'est parce qu'il y a la communauté et il y a des mecs qui sont prêts à défendre la boîte coûte que coûte, qu'ils ne se remettent pas en conformité avec les lois, ils arrivent à les faire bouger. Tu vois. Moi, j'ai un exemple toujours en tête qui est assez dingue, c'est quand tu as les taxis qui sont à Paris en train de manifester, tu as en face des fervents défendeurs de Uber qui sont en train de se battre, et tu as même les chauffeurs Uber qui font opposition au taxi. Tu vois, quand tu arrives à faire ça, la start-up, elle se met même en retrait. Bon, après, le meilleur élément de la communauté d'Uber pour les défendre en France, ça a été Emmanuel Macron quand même. Je pense que c'est lui le vrai chevalier blanc. C'est lui qui a ouvert d'un point de vue juridique sur la capacité à faire. Mais tu vois, c'est assez dingue. En fait, tu as des gens qui, à ce moment-là, se disaient mais en fait, on peut plus passer de cette ligne de revenus parce que ça nous offre vraiment des perspectives. Donc, vous voulez vraiment dire que la proposition de valeur, le service était tellement dingue que les chauffeurs étaient prêts à se battre contre les taxis. Et donc ta communauté, donc ma communauté déjà très engagée, elle me demande d'investir. Et là, on se dit, ok, faisons une levée de fonds, ouvrons le capital à des particuliers, restons dans cette démocratisation, on va faire un investissement à partir de 10 € et n'allons pas utiliser des plateformes de financement participatif, faisons un modèle en royalties comme on le fait sur l'immobilier. Donc on commence à communiquer là-dessus en février-mars. Ce qui nous aide bien et où on a le vent dans le dos à ce moment-là, c'est que début janvier, on passe sur l'émission Capital sur M6. Okay. Donc là, on prend 60 000 inscrits en l'espace de un mois. Donc tu vois, tu as une vague de personnes qui sont ultra hype et ultra intéressées par le produit. Et on leur dit tout de suite, vous pouvez investir au capital de la boîte. Donc là, ça leur plaît. On se dit, on va aller collecter 5 millions d'euros. Et comme on avait déjà la plateforme technologique qui nous permettait de faire nous-mêmes notre propre collecte de fonds, les gens commençaient à virer de l'argent sur leur portefeuille électronique avant même l'ouverture de la souscription, de la collecte. Donc là, on commence à voir l'argent arriver. Et on devait collecter initialement 5 millions d'euros. Ouais. Donc ça, c'était le montant de la levée. Quelques jours avant la collecte, on voit qu'on est quasiment à 10 millions d'euros sur les portefeuilles. Et on se dit, wow, ça va être chaud. Là, il va y avoir beaucoup de frustration. Et donc, on se dit, laissons ce seuil mine à 5 millions, augmentons à 20 millions le seuil max, et on va voir ce que ça donne. En l'espace de 5 secondes, dès que la collecte s'est ouverte, les gens avaient signé leur contrat et avaient déjà souscrit pour les 5 millions d'euros. Wow. Et automatiquement, le seuil, il est passé à 20. Au niveau tech, tu n'as pas eu de problème? Et non, c'était assez dingue. On savait que ça allait être
un gros truc, la tech, parce qu'on voulait vraiment pas que le site tombe. Tu m'étonnes. Donc on avait fait vraiment des souscriptions qui étaient le plus simples. On avait travaillé, on avait fait des tests de charge. Tu vois, je crois qu'on a eu 15 000 personnes en direct sur le site en même temps en train de faire la souscription. Tout a tenu. Donc là, Là, bravo. vous êtes dans les bureaux en ce moment-là, ensemble. Ouais, Il on se est passe ensemble. quoi? Il y a du champagne ou pas encore? Là, il n'y a pas de champagne parce qu'on se dit, ouais, en fait, on s'est tous regardés, on s'est dit, non, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un bug? Parce que 5 millions en 5 Ah ouais, secondes, c'est on s'est obligé, dit, tu te poses la question. là, on s'est dit, et moi j'ai regardé les techs et je leur ai dit, vous êtes sûr, c'est bon, là, il n'y a pas un bug d'affichage? Ouais. Et donc, en l'espace d'une journée, on était genre à 12-13 millions. Et pour arriver aux 20 millions, ça prend 10 jours. En 10 jours, on est aux 20 millions. Absolument Ce qui est rien du tout. Ouais. Ce qui est dingue, Ouais. ce qui est rien. Et donc, moi, j'ai cherché, j'ai fait un peu de bibliographie, tu vois, ça s'est jamais retrouvé en France, pas en Europe, mais même pas aux US, tu vois, alors qu'aux US, tu as l'habitude de voir des trucs dingues. 20 millions avec des particuliers qui mettent à partir de 10 euros et le ticket moyen était très faible, tu vois, ça se voit pas. Et donc là, on se retrouve à 20 millions avec 11 000 personnes qui investissent au capital de la boîte. Le jour des 20 millions, tout le monde doit célébrer, tu vois, on doit fêter le champagne, champagne, ouais. voilà. Et là, Mais- très compliqué, j'ai l'autorité des marchés financiers qui me contacte et qui me disent, on considère que votre levée de fonds, elle n'est pas réglementaire. Il va falloir, on vous offre 2 possibilités. On vous offre 2 possibilités. on vous demande pas trop, Ouais. mais on vous offre 2 possibilités. C'est soit vous déclarez que votre levée de fonds n'est pas réglementaire et vous travaillez avec nous pour qu'on la remette en conformité. Ok. Et c'est une très grande chance qu'on vous propose. Soit c'est simple, le dossier, demain, il part devant un procureur de la République et ça sera le proc qui jugera de la conformité de votre levée de fonds. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi, je dis que ça a coupé, je raccroche. Je bloque aussi. Non, mais très compliqué parce qu'en fait, cet appel, je l'ai à 22h avec les Ok. avocats. Il y a une cellule de crise auprès de l'autorité des marchés financiers qui est mise en place justement par rapport à ça. Ils demandent à mon prestataire de paiement de geler tous les fonds. Donc si tu veux, il y avait vraiment la crainte que je parte sur une île déserte. Et moi, je me retrouve, j'ai vraiment l'impression et j'ai cette vision-là d'être, tu vois, sur la crête d'une montagne. Mais toi, tu comprends ce qu'il te dit à ce moment-là au téléphone dans l'aspect de l'illégalité de ta levée, ou pour toi, t'étais pas d'accord avec ça? Si tu veux, nous, ça faisait 1 an qu'on opérait avec ce contrat de royalties. Ouais. J'avais des notes juridiques d'avocats qui me disaient que c'était tout à fait conforme. Donc là, on est en train de m'expliquer que alors que je fais la même méthodologie de financement de mes immeubles, mais sur du capital de boîte, c'est interdit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette levée, elle est tellement incroyable que tous les acteurs financiers de la place parisienne ont envoyé des doléances auprès de l'AMF parce que Ah bah oui. tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que si j'autorise cette levée de fonds sous format royalties, sous un format qui n'est pas un titre financier, mais alors Ouais. je réinvente le marché boursier. Je peux foutre Ouais. des royalties sur n'importe quelle société derrière. Et ce que m'a dit l'AMF, c'est substance over form, c'est peu importe le titre de votre contrat, là vous êtes en train de faire un produit financier déguisé, tu vois. Est-ce que, Oui, c'est un contournement. et c'est un contournement de la législation, donc c'est un peu le hack dont tu parlais au début. Donc je comprends les concurrents de manière légitime, tu vois, qu'ils aient crié au scandale parce que en fait j'étais en train de faire ce que galèrent à faire avec des agréments. D'un autre côté, je m'étais dans une position très inconfortable à AMF parce qu'ils étaient obligés de prendre part et de prendre position. Et donc oui, je comprends très bien quelle est la problématique. Pour moi, si tu veux, j'étais toujours sur cette zone grise où j'étais pas hors la loi, mais j'étais dans aucun contexte législatif et je voulais pas que ça soit tranché devant un juge parce qu'en fait, il n'y a rien de pire en termes d'image que ça peut renvoyer. Tu vois, si tu as les échos qui commencent à dire ils font n'importe quoi. Ah oui, non. Et donc, moi, je dis de manière très claire à l'AMF, écoutez, moi, je suis là pour démocratiser l'investissement immobilier sur les 20 prochaines années. Je ne suis pas sur une île déserte, il n'y a pas de problème. Donc, demain, j'annonce à ma communauté que la levée de fonds n'est pas réglementaire. On va voir comment on remet tout ça en ordre. Moi, j'ai envie de bosser avec vous main dans la main et avançons. Et en fait, là, je viens juste de prouver qu'il y avait vraiment un product market fit, que j'avais des particuliers qui étaient très intéressés par mon produit, à tel point qu'ils sont capables de mettre 20 millions d'euros sur la table pour investir au capital de la boîte. Donc, on fait ça. La difficulté, c'est que tu viens de clôturer une levée de fonds de 20M. Tu n'as pas le droit d'expliquer vraiment les raisons pour lesquelles tu ne célèbres pas et t'envoies pas de communiqué de presse. Et ça, c'est louche aux yeux. Et c'est louche. Et en plus, on m'impose un communiqué de presse où je dis que ce que j'ai fait, c'est borderline.
Donc si tu veux, alors que ça devait être un moment de fiesta ultime au niveau Ouais. des équipes, gros moment de stress où le service clientèle prend des messages de toutes parts des investisseurs pour dire en fait qu'est-ce qui se passe, nous on veut se retirer. Et donc on passe de 11 000 personnes qui initialement avaient mis de l'argent à 8 500. Donc tu as quand même eu 2 500 personnes qui ont quitté la levée de fonds parce que tu vois, ils trouvaient ça louche et ils ne comprenaient pas. Ça envoyait un très mauvais message en termes de sérieux et de crédibilité, et je leur donne raison. Après, là, aujourd'hui, ceux qui ont investi vont se trouver récompensés parce que je pense que là, la boîte va vraiment gagner en valorisation sur les prochains mois, sur les prochaines valos, parce que on se développe rapidement. Mais à l'époque, effectivement, il faut rester au capital, il faut accepter ce risque, alors que finalement, la boîte envoie des messages qui sont un peu contraints, qui s'opposent. Et comment tu sors de là? Parce que t'as vu le bout du tunnel, sinon tu serais pas là en face de moi. Combien de temps ça dure et quelle est la sentence finale? Alors, la sentence, c'est des coûts d'avocat très chers, parce que mettre une levée de fonds comme ça au carré, rapidement, on a fait ça en 4 mois, ça nous a coûté pas mal en termes de frais d'avocat. Les salaires, tu continues à les payer? Non, mais là, on n'est pas à l'arrêt. Là, je t'ai Ok. parlé d'être à l'arrêt. Là, en fait, ils nous demandent juste, avant de pouvoir toucher le cash, de remettre en conformité cette levée de fonds. Ok. Donc, on peut continuer notre activité. On doit juste faire signer des nouveaux contrats à l'intégralité des investisseurs qui sont rentrés au capital. Ils nous disent quoi? Ils nous disent aussi, on ne peut pas vous laisser garder les 20 millions parce que avec les différents dispositifs juridiques qu'on a à notre disposition, là, aujourd'hui, vous pouvez en garder que 13. Donc, on vous demande d'en rembourser 7. Donc là, c'est pareil, c'est assez... ça se voit jamais, en fait. Un gars qui rembourse 7 millions sur les 20 qu'il a collectés, Ouais. tu vois, c'est assez improbable. Donc là, on se retrouve à rembourser 7 millions d'euros aux investisseurs. On remet au carré. Donc la levée de fonds, nous, on l'avait finalisée en mai. Le temps qu'elle soit remise au carré, tu vois, on arrive à septembre. Donc c'est vraiment qu'à partir de septembre qu'on a pu bénéficier de cet argent-là. Et c'est cet argent-là qui nous a permis de nous sauver en période de turbulence, parce que quelques mois après, en novembre de l'année 2022, là, à ce moment-là, l'AMF, pour rester dans sa ligne de conduite, nous dit vous ne pouvez plus en tout cas utiliser les royalties pour financer de l'immobilier comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Maintenant, vous avez un agrément européen qui est en vigueur, donc on va vous demander d'aller chercher une licence européenne pour faire du financement participatif, et jusqu'à là, vous mettez l'activité à l'arrêt. Donc voilà. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que on met l'activité à l'arrêt. Comme la boîte s'était développée rapidement, il y a quand même 40 salariés à ce moment-là. Donc tu as des salaires qui sont assez conséquents en charges fixes tous les mois à payer Évidemment. au niveau de la société. Et moi, je ne sais pas que ça va prendre 1 an à ce moment-là. C'est que mes avocats me disent on peut faire ça sur une procédure accélérée, on va essayer de le tenter en 3, 4, 5 mois. Et finalement, tu as quand même des impératifs côté AMF. Il faut présenter le dossier auprès de leur collège. Et ça finit par mettre plus 8-10 mois que les 4-5 prévus. Et tu te retrouves dans une difficulté qui est de te dire à quel moment je fais mon plan de licenciement économique. Parce que d'un côté, je me dis que la boîte va repartir rapidement avec l'agrément. De l'autre côté, ça prend du temps. Et donc on a cramé effectivement pas mal d'argent à ce moment-là. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je publie les comptes de la société. En 2023, la société, par rapport à ça, perd 3 millions d'euros d'argent. Donc on est en perte au niveau du bilan de 3 millions. Si je n'avais pas réalisé cette levée de fonds avec les investisseurs, en fait, jamais j'aurais pu survivre. Brix ne serait pas là Brix aujourd'hui. ne serait pas là. J'aurais pas pu survivre dans cette zone, dans ce moment de tempête. Et ce qui est dommage, parce qu'en 2024, on va être positif. Donc on va faire des bénéfices. Il y a de fortes chances qu'on fasse des bénéfices à la fin de l'année. Donc tu vois, en fait, on a réussi à réinverser le truc. Et donc moi, je remercie l'intégralité des investisseurs et des particuliers qui nous ont fait confiance, parce que ça nous a permis de traverser ce moment dur. Et selon toi, du coup, ça serait quoi la morale en retenir de ça? C'est très facile de hacker le système et de faire un peu n'importe quoi. La vraie difficulté, c'est de faire le dos rond et d'être résilient dans ces moments-là.
moi, tu vois, j'avais 8500 investisseurs. Pendant 1 an, tu as la boîte à l'arrêt, il ne se passe rien du tout. Tous les mois, je faisais un live avec eux pour leur dire, ne vous inquiétez pas, je suis sur le pont, on est en train de faire tout ce qu'il faut. Donc la morale, c'est de dire, quand vous voulez hacker, quand vous voulez aller vite, il faut avoir 2 fois plus de motivation, 2 fois plus d'envie et 2 fois plus de hargne que n'importe quel entrepreneur. Et surtout, soyez transparent sur ce qui se passe. J'essayais un maximum de rassurer, mais pas en rassurant en leur disant que tout allait bien, en rassurant en leur disant voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on va faire. Mais non, la difficulté, en fait, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu vois, ça serait trop simple si c'était facile d'aller vite et de casser des choses, tu vois. Le truc, c'est qu'il faut réparer après, et pour réparer, il faut retrousser ses manches. Et quand, tu vois, on se faisait insulter sur les réseaux sociaux, on se faisait... là, moi, je disais à mon équipe, on se tait, on répond rien. La meilleure des réponses, c'est l'exécution. Donc, restez focus, restez concentré sur le business et on va montrer à tout le monde que par l'exécution, on va redresser la barre et on va remonter la pente. Trop intéressant. Et, tu vois, donc mon expérience, c'est de dire, à un moment donné, il ne faut pas trop regarder ce qui se dit et ce qui se passe en dehors. Tout le monde disait, Brix, jamais ils reviendront de leur cendre, tu vois. Ils sont morts dans l'œuf et ça y est, c'est fini pour eux. Eh bien non, t'es là et nous on est ravis. Très cool. Cédric, le moment est venu de nous raconter ton deuxième plus gros deal dans l'autre sens, cette fois-ci. Donc ton pire deal. Pareil que dans le premier, des éléments de contexte, des détails et j'ai hâte que tu nous racontes ça. Ouais, moi j'ai 22 ans, je finis mes études de pharmacie. Et là je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? Je voulais absolument entreprendre. Et je me dis, il y a un truc à faire sur la vente de médicaments sur Internet, parce que la législation européenne permet depuis 2003 la vente de médicaments sur Internet, mais pourtant, cette législation européenne n'a jamais été reprise et réinterprétée dans le droit français. Donc le droit français ne dit rien sur la vente de médicaments sur Internet, le droit européen l'autorise. Je me dis, la législation européenne est plus forte, en tout cas une prédominance sur le droit français. Donc c'est que la vente de médicaments sur Internet est autorisée, tu vois, de facto. Donc me voilà bille en tête. Encore un hack. Encore un hack, me voilà bille en tête là-dessus. Et en 2022, je lance un site Internet avec quelques pharmacies partenaires qui permet à des pharmacies d'expédier directement depuis leur officine, donc depuis leur boutique, des produits de santé qui sont soit des médicaments, soit des produits de parapharmacie. Et là, dans le même temps, Roselyne Bachelot, qui est ministre de la Santé, commence à annoncer qu'effectivement, la vente de médicaments sur Internet va se retrouver légalisée en 2023. Donc, tu vois, timing vraiment parfait. Énorme. Là, je me retrouve sur toutes les chaînes télévisées. Tu vois, j'ai 23 ans, je suis sur le Grand Journal avec Denisot, 6 millions de téléspectateurs en direct. Je me dis, waouh, pas de pression. Et de fil en aiguille, comme il y a eu beaucoup de médiatisation autour de 1001 pharmacies, on a gagné en référencement naturel, donc le SEO a pété. Et alors qu'il y avait des acteurs qui étaient sur le marché depuis 5 ans, 10 ans, on passe premier sur toutes les requêtes. Donc on commence à faire des volumes qui sont assez monstrueux. La première année, on fait 1 million de chiffre d'affaires, la deuxième 5, la troisième 15. Waouh. Et vraiment, ça, c'est exponentiel. Exponentiel. Sauf qu'on est sur un business de volume avec des tout petites marges. Nous, les marges qu'on prenait étaient assez réduites. Tu avais quand même de l'expédition à faire. Donc, ce qui fait qu'on n'a jamais été rentable. Donc, on a très rapidement fait rentrer des investisseurs au capital de la boîte. Au début, des business angels, donc certains entrepreneurs, et progressivement des fonds d'investissement. En 2015, on se dit, la boîte, elle a fait 5 millions l'année dernière, elle va faire 15, voire 20 millions à la fin de l'année. C'est le moment vraiment de faire une grosse levée de fonds avec des fonds d'investissement. Donc on part en roadshow. C'est ta première, du coup, levée de fonds avec des fonds? Avec des fonds, oui. J'avais levé 2 millions sur la précédente levée avec des business angels. Ouais. Et là, c'est la première levée de fonds et on cherche à lever entre 6 et 8 millions. Okay. Ce qui est marrant, c'est que Jean, qui va être ton prochain invité, il l'a dit. était chez The Family. Et donc, c'est Jean qui me fait l'introduction sur les fonds à ce moment-là. Et je me retrouve avec une term sheet d'un fonds d'investissement qui veut prendre le lead. Qu'est-ce qu'une term sheet? On le répète, même si on l'a dit la première fois, on va... Donc, une offre d'investissement. Okay.
Donc il me fait une offre en me disant voilà, je te propose de mettre 4 millions d'euros sur le tour, à la condition que ça soit moi qui négocie les conditions et que je prenne l'ascendant sur ce tour de table. Ok. Par contre, tu m'offres 3 mois à minima de période d'exclusivité. Donc à partir du moment où tu signes ça, pendant 3 mois, tu ne vas discuter avec aucun autre fonds d'investissement. C'est moi qui lead le truc. Et là, c'est compliqué parce que tu sais que tu n'as pas énormément de cash d'avance comme on n'était pas rentable. Tu vois, je devais avoir 4 mois de cash en banque. Ouais, c'est court ça. Et donc c'est court. Et donc je me retrouve avec un engagement d'exclusivité pendant 3 mois et j'ai 4 mois de cash en banque. Donc très très court. Au bout de 4 mois, la boîte, tu dois la foutre en faillite, tu vois, en liquidation, ou en tout cas, il y a une solution à trouver. Il y a une fin à quelque chose. Il y a une fin à quelque chose. Et je leur dis, merci pour la proposition parce que vous avez dégainé super rapidement et en plus, la valorisation que vous m'avez proposée, je la trouve très bien. Elle était assez haute, je dois le dire. Et tu te rappelles de la valo? Ouais, on était sur 14 millions pré-monnaie. Ok. Donc, ce qui allait nous faire atterrir autour des 20 millions en post-monnaie. Ce qui, à l'époque, était des très belles valorisations. Alors, aujourd'hui, je dis 14 millions, tout le monde rigole, tu vois. Mais à l'époque, quand tu faisais du e-commerce, c'était une fois notre volume de vente. Donc, c'était dans les standards. Et moi, je trouvais que c'était une belle valo. Mais tu vois, lever 6 sur 14, ça faisait une grosse dilution. Je perdais la majorité du capital de ma boîte, même de manière très large. Mais on se disait, c'était vraiment le moment d'imposer Brix. On était dans un bon d'imposer Mille et une pharmacie. On était dans un bon momentum, donc on voulait accélérer là-dessus avec mon associé. Bref, j'ai pas d'autres term sheets aussi intéressantes. J'en ai d'autres, pas aussi intéressantes. Je préfère la valo et je préfère l'argent au fit humain. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, j'ai pas du tout accroché avec le fonds d'investissement qui m'avait... tu vois, c'est con, mais... les mecs, ils me regardaient pas dans les yeux. Quand ils me serraient la main, c'était pas sincère. Tu avais 23 ans en plus à cette époque, c'est ça, ou tu étais un peu plus âgé? Là, j'étais un peu plus âgé. J'avais maintenant 25-26, tu vois. Ok. Mais c'était des points de détail qui, en fait, pour moi, veulent... pas d'égal à égal, quoi. Veulent dire beaucoup. Et effectivement, il n'y avait pas ce côté égal à égal. C'est con, mais moi, tu me dis de venir dans tes bureaux. Tu me poses sur un bureau, tu me proposes ni eau ni café. Je trouve que l'accueil est assez froid, tu vois. Ouais. Tu vois, la moindre des politesses, c'est de dire est-ce que je peux t'offrir quelque chose. Ça, je le retrouvais pas, tu vois. C'était vraiment ok, t'es une ligne parmi d'autres et je m'en fous de la relation humaine avec toi, tu vois. Donc c'était vraiment l'état d'esprit que je retrouvais avec ce fonds d'investissement. Bref, on avance dans les discussions. Les due deals sont assez... Donc, l'audit qui est mené par le fonds d'investissement est assez long, fastidieux et compliqué parce qu'on était quand même en procès avec pas mal de labos pharmaceutiques, donc ça les faisait assez flipper. Et se passe un truc 2 semaines avant la clôture de la levée de fonds, j'allais dire le closing. Ils me disent, écoute Cédric, il faut qu'on te voit, remonte à Paris s'il te plaît, sachant que j'étais à Montpellier, il faut qu'on discute. Et donc là, pareil, de nouveau, on me fait rentrer dans le bureau, pas d'eau, pas de café. Et on me dit, écoute, nous, c'est compliqué. On trouve que ta boîte, y a du risque. La valo, qui était initialement à 14 millions, elle passe à 10, la valo pré-monnaie. On va te caper ton salaire à 55 000 € à l'année. Ok. Et on va mettre une clause de veto sur toute décision stratégique qui dépasse genre les 50 000 ou 80 000 € d'investissement. Et c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de négociation possible. Ouais. Et là, tu es à 2 semaines de voir ta boîte qui part au tapis parce qu'il n'y a plus de cash dans la boîte. Donc en fait, ils t'expliquent que c'est un bras de fer, ils ont le rapport de force pour eux et tu n'as pas le choix. C'est comme l'AMF qui t'offre 2 choix, quoi, finalement. On en revient à la même chose. Donc tu n'as pas le choix et c'est là... qu'a posteriori, c'est pas vrai, parce que j'avais le choix et j'aurais pu faire différemment, et j'expliquerai ensuite, mais il y a toujours le choix. Et en fait, j'ai fait le choix de prendre l'argent à ce moment-là et d'accepter leurs conditions, en leur disant, ok, je vais prendre le deal, mais votre deal, il est pété, parce que caper un fondateur à 55K à l'année, alors que vous êtes en train de lui mettre 8 millions dans sa boîte, il n'y a pas trop de rationnel, sachant que si je veux, je peux rentrer à Montpellier en première classe, je peux me prendre une voiture de fonction pimpée qui va coûter bien. C'est contre-productif, en fait. Tu viens juste frustrer l'entrepreneur alors que tu as envie qu'il soit dans les meilleures conditions
surtout financière, pour qu'ils ne pensent pas à l'argent et qu'ils puissent se concentrer sur le business. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre le fondateur à 200, 300K, tu vois, mais il faut au moins que l'argent soit plus un sujet, alors que tu es en train de lui mettre 8 millions au capital de la boîte et que la moindre connerie qu'il fait, elle va coûter 10 fois plus à la société d'un point de vue financier, tu vois. Donc je ne comprenais pas déjà l'approche, mais c'était une approche très business à l'ancienne, qui n'est pas du tout entrepreneur friendly, comme tu vois, tu as de nombreux fonds d'investissement maintenant qui le développent. Ouais. Et surtout, il n'y avait pas d'alignement vraiment d'intérêt. Donc on fait le deal, et très rapidement, ça va mal se passer. Des divergences de stratégie sur tous les boards. Donc à la fin, on faisait plus du tout de board. Tu vois, je pense que pendant 1 an, on ne s'est pas parlé. Donc tu vois, la relation était très tendue. Et jusqu'à un moment donné où je leur dis, la boîte s'est bien développée, sauf qu'elle a atteint une sorte de palier, de seuil, parce que les gens ont quand même peur dans l'achat de médicaments et de produits de santé sur Internet. On est en 2015-2016. Ce qui serait bien, c'est d'intégrer des pharmacies en physique, donc de racheter des officines et de créer la première chaîne de pharmacie en France et de créer un décathlon de la santé. Tu vois. Moi, c'était vraiment mon claim marketing, le décathlon de la santé. Sauf que ça, c'est un deal qui est assez capitalistique et surtout qui s'inscrit dans la durée d'un point de vue stratégique. Quand tu commences à racheter des boutiques pour faire un modèle omnicanal où tu allies le digital avec le physique, forcément, tu prends 10 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds d'investissement, ils n'ont pas 10 ans devant eux pour la majorité. Ils ont eux-mêmes collecté de l'argent auprès d'investisseurs et ils ont entre 5 et 7 ans pour rendre cet argent aux investisseurs. Donc, ils n'étaient pas prêts à prendre le risque de partir sur un deal comme ça. Et donc, de manière un peu violente, manu militari, ils me révoquent de mes fonctions. Moi, j'avais plus 51% du capital de la boîte. Et donc, sur une simple assemblée générale, à main levée, c'est ça ? À main levée, en fait, ils pouvaient prendre la décision de me sortir de la boîte. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, merci Cédric, au revoir. Donc, comme tu es président, tu es mandataire social de ta société, tu n'as pas le droit au chômage. Tu as le droit à aucune indemnité. Tu vois, je n'avais pas négocié de parachute. Et comment tu l'as appris, ça ? Ça, c'est marrant. C'est un entrepreneur français dont je tairai le nom parce qu'en fait, ça ternirait son image. Dis-le, on le bip. Hein ? On le bip vraiment, t'inquiète. Non, je préfère. Bon, pour lui, je préfère pas. Mais je pense qu'il m'appréciait et il était dans la boucle de mail parce qu'il avait une bonne relation avec les fonds d'investissement et il fait un acte manqué. Il renvoie un mail et il me met en copie alors qu'il y avait une boucle d'échange de mails de 20 mails où on disait qu'il faut dégager Cédric. Tu vois. Et donc, je me retrouve à recevoir ce mail par hasard et à constater qu'en fait, dans une semaine, je suis convoqué et qu'on va me dégager. Et donc, ils avaient trouvé un remplaçant qui était un manager de transition dont le seul objectif, c'était de revendre la société le plus rapidement possible. Et pour la revendre le plus rapidement possible, il fallait la revendre 8 millions d'euros. Pourquoi 8 millions d'euros ? Parce que c'était l'argent qui avait été investi par les fonds d'investissement et les fonds d'investissement avaient une clause de liquidation préférentielle. La liquide préf, dans un pacte d'actionnaires, c'est de dire que si la boîte est revendue à minima le montant de l'investissement, l'investisseur va récupérer en priorité son argent investi. Donc, il a investi 8 millions, peu importe le montant de revente, il récupérera en priorité son argent devant les fondateurs et les précédents investisseurs. Donc là, comme ils avaient investi 8 millions, qu'ils ne voulaient pas perdre d'argent, mais ils s'en foutaient d'en gagner, ils avaient accepté de ne pas gagner de l'argent sur cette ligne d'investissement. En fait, ils avaient juste un objectif, c'est de revendre la boîte à 8 millions, et donc ils ont revendu à un concurrent qui était coté en bourse pile 8 millions d'euros la boîte. Toi, quand tu ouvres ce mail, t'es dans quel contexte ? Il se passe quoi dans ta tête ? Comment tu réagis ? Moi, là, je me dis, ça fait 6 ans que tous les week-ends, tous les soirs, tous les matins, je me lève à 6 heures pour être au taf. Il est hors de question qu'on me dépossède de ma boîte. J'étais vraiment dans cette dynamique-là. Et pendant... l'AG va prendre un peu plus qu'une semaine, mais pendant 2 semaines, je me bats, j'appelle tous les actionnaires un par un pour essayer... T'endors pas la nuit, non ? Ça te hante J'ai une détermination pour essayer de retourner le truc et jusqu'au dernier moment, je pense que... Je me dis, mais en fait, c'est tellement contre-productif comme décision qu'ils vont changer d'avis. Ouais. J'avais réussi, quand ils me révoquent, à mettre la boîte à l'équilibre. Donc, la boîte venait de passer rentable et il nous restait 3 millions d'euros de trésorerie. Et je me disais, mais... En fait, c'est quoi leur risque ? La boîte est à l'équilibre, il reste 3M.
Euh, donc, il y a une combativité de ma part à ce moment-là qui est de me dire mais non, mais c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça. Et deux, une sorte de... J'arrive pas à le réaliser en fait. Je me dis mais ça peut pas se passer de cette façon-là. Tu vois, il y a une incompréhension. Tu te sens trahi à ce moment-là? C'est quoi ton sentiment? Je me sens pas trahi t'es en parce que colère ou il y a forcément de la colère contre certains des business angels. La majorité, j'avais 50 business angels au capital, tu vois, la majorité des business angels étaient vraiment acquis à ma cause parce qu'ils me connaissaient et ils voyaient que j'étais à fond pour développer le business. Et il y en avait 2-3 qui se disaient, nous on a investi dans tellement de sociétés, dans tellement de startups à Paris qu'on ne veut pas se mettre à dos un fonds d'investissement, donc on est obligé de se rallier au fonds parce que sinon ça pourrait ternir notre réputation et ce n'est pas les 20 000 euros qu'on a mis au capital de Millennium Pharmacy qui vont changer quelque chose à notre vie. Donc si tu veux, tu as eu certaines personnes comme ça qui avaient une sorte d'aura médiatique qui ont un peu retourné leur veste. Ça a été politique. Et ça a été assez politique. Et donc moi je me fais révoquer et ce que je n'ai surtout pas voulu faire à ce moment-là, c'est aller dans la presse. Je me suis dit ça me sert à rien en fait. J'ai pas envie de faire mon canard boiteux et de faire mon malheureux Calimero. Ouais. La meilleure des revanches que je vais pouvoir prendre sur la vie, c'est de montrer à tous ces gars-là qu'ils ont perdu plus à me dégager de Millennium Pharmacy que ce qu'ils pensent réellement. Donc en fait, comment tu fais ça? C'est juste en remontant une start-up qui va faire mais 100 fois mieux, 1000 fois mieux que la précédente et en leur montrant que en fait, je suis capable de faire des grandes choses et je les inviterai pas au capital de ma prochaine boîte. Et ça a mis combien de temps à mûrir dans ta tête cette réflexion-là? Alors ça a été assez long parce qu'au début, vraiment, j'ai eu un dégoût des fonds d'investissement et j'ai mis tous les fonds dans le même panier. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, ils sont là que pour l'argent. Alors que pas du tout. C'est juste que je me suis associé avec les mauvais. J'avais pas du tout eu de fit humain à ce moment-là. Et donc, moi, je suis parti dans l'immobilier à faire des projets solo. Il m'a fallu, tu vois, je me fais révoquer en 2017. C'est vraiment en 2020 que là, je me dis, mais non, mais en vrai, les financiers, c'est pas tous des connards. Il y en a qui sont vraiment très très cool et qui sont là pour faire des grandes choses avec les entrepreneurs. Il faut que je remonte une boîte et il faut que je remonte à tout l'écosystème que je peux faire un truc génial. Et donc ça m'a mis 3 ans cette phase d'acceptation et de deuil. Par contre, pour moi, c'est ma meilleure revanche, mais tu vois, j'ai aucune rancune vis-à-vis ou rancœur vis-à-vis. Oui, tu as fait ton deuil grâce à Brix peut-être aussi. Je l'avais fait avant, mais j'ai fait mon deuil en me disant que tout arrive pour une certaine raison, tu vois, dans la vie. Et ce qui m'est arrivé, c'était sûrement la meilleure des choses qui puisse m'arriver. Bon, ça, on arrive à se le dire quand ça va mieux dans notre vie, plus longtemps après, parce qu'au début... Ça va mieux et parce que j'ai fait un gros boulot d'introspection, parce que j'ai mûri, parce que j'ai eu 2 enfants au passage. Et surtout parce que moi, j'ai une conviction qui est que product market fit, c'est cool. Donc le produit qui rencontre son produit, donc qui rencontre son marché. Mais ce qui pour moi est encore plus important, c'est le founders market fit. C'est que le fondateur kiffe vraiment ce qu'il fait au quotidien. Et moi je t'avoue que vendre des médicaments sur internet, c'était pas ma came. Ça me faisait pas plaisir d'aller tous les matins au bureau et de discuter avec des laboratoires pharmaceutiques que je trouvais d'un autre temps et de discuter avec des pharmaciens dont le seul objectif c'est d'être un peu l'église le coq du village par rapport à l'autre pharmacien. Tu vois, il y a une guerre de clochers chez les pharmaciens qui m'insupportait. Et donc, l'immobilier, je trouvais ça très sympa parce qu'il y a vraiment une notion de création de patrimoine, de réalisation de rêves indirectement autour de l'immobilier que je trouve très, très beau dans le message. Et donc c'est pour ça cette notion de product market fit, je l'ai vraiment compris de founders market fit, je l'ai vraiment compris après parce que je me suis rendu compte a posteriori qu'en fait la pharmacie en ligne, je m'y épanouissais pas. Et donc si tu t'y épanouis pas dans les moments difficiles, compliqués, tu prends pas forcément les bonnes décisions. Bien sûr. Cédric, un énorme merci pour ces histoires complètement folles, pleines de rebondissements. Tu es un exemple d'abnégation. De savoir aussi retourner les mauvaises périodes de sa vie en finalement le plus gros moteur de réussite qui puisse être. Et moi, j'adore ça. J'ai une dernière question à te poser, pas des moindres. Okay. Qui est-ce que je devrais inviter dans un prochain épisode de Due Deal et qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Waouh, c'est chaud. Tu m'avais pas briefé là en plus.
Tu peux dire... Non, mais un mec. Alors, il y a des dizaines Quelqu'un d'intervenants. que toi, t'aimerais bien voir, par exemple, tu vois. Ouais, une personne que, à mon avis, on n'entend pas suffisamment dans la scène startup, c'est Thibaut Elzière. Ok. Alors là, j'enfonce forcément des portes ouvertes, mais tu vois, c'est vraiment un mec qui est très travailleur, qui est très discret et qui, par l'exécution, a réussi à monter un truc fou avec ses startup studios Exa. Qui arrive à se mettre dans l'ombre au bon moment, tu vois, parce que finalement, on va parler plutôt des startups, fondateurs ouais. des startups et des startups en elles-mêmes. Tu vois, je pense à toutes les startups qui sont sorties, dont certaines sont des licornes. Et finalement, c'est pas trop Thibaut ni son associé qui sont sur le devant de la scène. Et il doit avoir des milliers d'anecdotes c'est à sûr. raconter Ça doit être trop intéressant. qui doivent être ouf. Et alors, il est peut-être pas sur ce personal branding et il a peut-être raison de ne pas le faire. Je ne peux pas dire. Mais effectivement, je pense que ça serait très très intéressant d'avoir les coulisses un peu de son startup studio, de savoir comment ça s'organise, parce que des bons deals et des mauvais deals, je pense qu'il en a des centaines à te raconter. Eh ben écoute, c'est une super idée, Cédric. Thibaut, le message est passé. Fin de tournage pour Cédric. Merci beaucoup.